Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Être salarié dans le monde associatif est bien souvent perçu comme une chance inestimable. Il est rare d'avoir un cadre qui permette de trouver du sens dans son travail et le secteur associatif semble être le lieu privilégié pour faire coïncider sa vie professionnelle avec ses engagements militants. Pourtant, la réalité est souvent bien moins rose. La précarité croissante du secteur va de pair avec l'expression d'un mal-être persistant parmi les 1,8 million de salariés que compte le monde associatif. Absentéisme, épuisement professionnel, défection, on y trouve l'ensemble des symptômes de la souffrance au travail. Comment expliquer que des structures qui se disent si sensibles aux principes démocratiques et à la justice sociale se trouvent aussi démunies face à leurs fonctions employeurs ? Quels sont les outils qui existent pour prévenir ces situations de détresse et pourquoi en parle-t-on si peu ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 4e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assos en partenariat avec la Maïf. Pour parler de ce sujet de la souffrance au travail dans le secteur associatif, nous avons le plaisir d'accueillir GRIM, une association du champ de l'accompagnement médico-social et son représentant Patrick Pozzo, qui, dans une autre vie, a notamment travaillé pour l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous serons accompagnés dans cette discussion par Pascale Dominique Russo, journaliste spécialisée dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Pascale Dominique, vous êtes l'autrice de Souffrance en milieu engagé, publiée aux éditions du Faubourg en 2020. C'est une enquête qui part de votre propre expérience au sein d'une mutuelle de protection sociale complémentaire des associations et qui nous plonge dans l'envers du décor des entreprises sociales, que ce soit des mutuelles, des associations grandes et moins grandes. Bonjour Pascale Dominique. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut. Et cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et on retrouve Yael pour l'édito. Merci beaucoup, Carl, pour cette petite introduction. Alors, avant de commencer, je vous propose de revenir sur ce qu'est la souffrance au travail, parce que c'est un sujet dont finalement on parle assez peu. Donc, du coup, de quoi parle-t-on quand on parle de souffrance au travail et qu'est-ce que ça recouvre ? La souffrance au travail est un thème finalement assez récent dans le débat public. Il s'est imposé avec la série de suicides qui a eu lieu entre 2006 et 2011 à France Télécom, suite à l'introduction de nouvelles méthodes de management. La santé au travail n'est plus seulement une question d'hygiène et de sécurité, qui a été un grand sujet notamment dans les usines et concernant les conditions de travail, mais elle est aussi affaire de risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux ? Peut-être que beaucoup n'en ont pas entendu parler, et pour les intimes, on dit aussi RPS. Alors, donc je cite, les risques psychosociaux sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. En gros, ce sont les risques qui viennent de facteurs qui sont d'ordre social et ou psychologique et qui produisent du stress, de l'incertitude, du malaise et du mal-être au travail. Ça permet aussi de voir l'activité un peu différemment. C'est pas seulement ce qu'il y a sur la fiche de poste. Et donc c'est là où il y a une différence qu'introduit notamment l'ergonomie sur le travail prescrit. Donc c'est ce que vous devez faire officiellement et notamment sur le contrat de travail, sur la fiche de poste ou dans les objectifs qui sont donnés en début de semaine, en mois, et le travail réel qui va être en fait l'activité au quotidien, c'est-à-dire avec les interruptions, les gens qui vous appellent, les coups de main que vous donnez aux collègues, etc., les urgences, ce qui souvent, parfois, est très éloigné du travail prescrit et de ce qui était normalement initialement prévu.
Donc cette définition vient d'un rapport qui s'appelle « Mesurer les facteurs psychosociaux du risque au travail pour les maîtriser ». Donc c'est un rapport qui fait encore référence aujourd'hui. Il est aussi appelé le rapport Golac parce qu'il a été commandé par le ministère de l'Emploi, du Travail, de l'Emploi et de la Santé en 2010-2011, à peu près dans ces années-là. Et il a été donc commandé à Michel Golac, qui est sociologue spécialiste des conditions de travail, mais aussi à Marceline Baudier, qu'on oublie souvent de citer quand on parle des auteurs de ce rapport. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est dans ces années 2010-2011, c'est bien en écho avec toute l'affaire France Télécom qui a fait grand bruit à ce moment-là. Donc peut-être pour se redonner un peu le cadre, donc ce rapport a le mérite en fait de définir un peu précisément 6 grandes familles de risques psychosociaux. Donc je vais juste vous les énoncer, comme ça on les aura un peu en tête. Donc le premier, c'est les questions d'intensité et de complexité du travail. Le deuxième, ce sont les exigences émotionnelles. Le troisième, c'est le manque d'autonomie et de marge de manœuvre dans son travail. Le quatrième, c'est la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail. Le cinquième, ce sont les conflits de valeurs. Et le sixième, c'est l'insécurité de la situation de travail. Il y a aussi une 7e famille de risques qui est un peu en décalage par rapport aux autres et qui concerne la qualité des dispositifs de prévention mis en place par l'entreprise. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on visualise un peu mieux ce dont il s'agit ? Ouais, alors du coup, je vais le dire juste rapidement pour exemplarifier un petit peu. Exemplifier, je ne sais pas si le mot existe. Donc, quand on parle d'intensité et de complexité de travail, en fait, c'est tout ce qui concerne la charge de travail. Donc, ça va être, par exemple, la durée de la journée de travail, mais aussi la densité du travail qui est effectué. Par exemple, si vous avez 10 tâches à faire en même temps ou une seule, et là, il y a peut-être quelque chose aussi à avoir en tête, c'est que la surcharge de travail, bien évidemment, est un facteur de risques psychosociaux, mais la sous-charge aussi. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont désœuvrés ou qui n'ont pas assez de travail, ça crée un mal-être et un stress également dans l'organisation. Et c'est aussi une catégorie ou en tout cas une famille de risques qui amène à regarder la conciliation entre le temps professionnel et tous les autres temps de la vie, et notamment de la vie privée, mais pas que. Donc, le deuxième, sur les exigences émotionnelles. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la relation publique et notamment, par exemple, du contact avec la souffrance, du devoir de cacher ses émotions, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et je pense qu'on va en parler pas mal avec l'association GRIM, puisque les salariés sont soumis à des situations difficiles. Ou des situations de peur que les salariés doivent gérer. Peut-être, petite parenthèse, donc vous voyez bien qu'en fait, ces familles de risques, en fait, vous ne pouvez pas les enlever totalement ou en faire abstraction. C'est-à-dire que vous allez toujours, dans votre travail, potentiellement être, à un moment donné, soumis ou, à ces différentes familles de risques. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va les gérer ? Mais je vais revenir, ça pose aussi une question, cette question de la gestion des risques. Donc la troisième, c'est le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc là, c'est tout ce qui concerne la prévisibilité du travail, les questions de répétition de travail, de l'activité, de monotonie, d'ennui. Et ce qui est peut-être intéressant aussi de garder en tête, c'est qu'en fait, l'autonomie, le fait d'être autonome peut aussi être facteur de risque s'il n'y a pas les moyens qui sont mis derrière. Et ça, c'est aussi important parce que souvent, on parle d'organisations qui sont horizontales, où finalement tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde est hyper autonome, sauf que les personnes, finalement, ne sont pas mises en capacité de vraiment pouvoir faire ce qu'elles font. Et donc, ça peut la créer aussi, être un facteur de risque. Ensuite, donc la quatrième famille, c'est le manque d'autonomie et de... Du coup, ça, je l'ai dit. Manque d'autonomie et de marge de manœuvre, je l'ai dit. Et donc, la quatrième, c'est la qualité des rapports sociaux au travail. Donc là, ça comprend plusieurs choses. Donc la première, c'est la représentation que l'on a des rapports sociaux au travail, des questions de reconnaissance, d'équité, d'intégration, si vous êtes bien intégré à l'équipe, donc des relations avec les collègues, des relations avec la hiérarchie, comment vous arrivez à participer au collectif, comment la hiérarchie apprécie votre travail, est-ce qu'il y a des soutiens de la hiérarchie qui sont mis à disposition des salariés, comment se passent les relations humaines, mais aussi avec des questions qui va avec les questions de reconnaissance, de la rémunération, la carrière, l'évaluation du travail, etc. Et c'est aussi dans cette famille de risques qu'on va regarder notamment s'il y a des violences internes qui sont faites dans l'entreprise, donc par exemple harcèlement moral. Mais aussi qu'on va regarder la valorisation sociale du métier et ça qui peut dépasser le cadre de l'entreprise. Et je pense que c'est peut-être aussi un sujet dont on va parler puisque le travail en association, même si précisément a peut-être parfois des difficultés à être reconnu comme un métier à part entière ou des métiers avec des expertises propres, mais ça sera à développer ensuite.
Enfin, il y a les conflits de valeurs. Donc là, c'est tout ce qui concerne les conflits éthiques. Peut-être pour illustrer un peu plus précisément, c'est ce qu'on parle quand on dit que la qualité est empêchée, c'est-à-dire qu'on a une vision de ce qu'est le travail bien fait, mais en fait, l'organisation ne permet pas de prendre le temps de faire bien son activité, où il y a des urgences qu'on n'arrive pas à traiter, où on nous demande de faire du travail qu'on considère comme inutile et que du coup, il y a une perte de sens dans ce qu'on effectue. Et du coup, la dernière grande famille de risques, c'est l'insécurité de la situation de travail. Ça, c'est assez important, en particulier dans le monde associatif, mais on y reviendra, puisqu'elle concerne la sécurité de l'emploi, la sécurité du salaire, de la carrière, les questions de soutenabilité du travail. Donc, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans votre travail parce que votre poste existera dans X années, et aussi cette question de changement permanent. Donc là, ça va avec des questions d'outils de management, notamment de pratiques qui évoluent et qui amènent les salariés à toujours devoir s'adapter aux changements soumis par le management. Mais du coup, les caractéristiques individuelles donc des personnes, leur personnalité, leur trajectoire personnelle ne jouent pas de rôle là-dedans? Alors, ça en joue, mais en réalité, c'est rarement déterminant. Et ça, c'est peut-être un apport qui est important des études qui portent sur le handicap. Donc, c'est ce qu'on appelle les Disable Studies. Peut-être que je le dis mal avec le mauvais accent, mais vous aurez compris. Qui, en fait, comprennent la situation de handicap comme le résultat d'un processus social interactif et qui mettent l'accent sur le caractère handicapant de l'environnement et non sur les déficiences individuelles. Donc en fait, ça permet aussi de sortir de la responsabilité qui serait uniquement individuelle. Et d'ailleurs, souvent, on entend « Ah, mais si ça se passe mal, c'est parce que c'est Madame Michu ou Monsieur Michu qui a un caractère horrible ». Et en fait, ça oblige aussi de responsabiliser les organisations et les employeurs pour les amener aussi à agir sur les structures ou en tout cas à repenser l'organisation par rapport à ça. Peut-être juste pour finir, et puis après on rentre dans le vif du sujet avec nos invités, il y a quand même pas mal de controverses qui existent sur cette notion de risques psychosociaux. Justement parce que si ça permet en fait de connaître l'état de santé d'une organisation et que ça incite les organisations à agir et à formaliser des objectifs, des procédures qui permettent de en fait assainir un peu les relations au sein de l'entreprise. En fait, ça va aussi avec une logique de prévention des risques qui bien souvent se limite à à gérer à la marge les problèmes et à ne pas réfléchir aux causes organisationnelles des problèmes. Et là, il y a des ergonomes qui ont une image qui est assez parlante, qui parle de nuages toxiques. Donc en fait, ils disent que c'est comme si donc, les risques psychosociaux étaient un nuage toxique qui flottait autour de l'entreprise et que du coup, en fait, on va mettre en place des campagnes de prévention qui vont servir pour les personnes les plus fragiles ou les plus à risque à mettre, par exemple, des masques à gaz pour ne pas qu'elles meurent. Mais en fait, on ne va pas du tout agir sur le nuage toxique. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a notamment pas mal, depuis quelques années, des politiques de qualité de vie au travail qui émergent et qui sont censées, normalement, répondre à cette insuffisance en proposant de partir de l'activité des salariés et du coup d'amener une réflexion au sein de l'entreprise sur le travail effectué et sur sa qualité, ou en tout cas ce qui fait qualité, d'avoir un discours dessus. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue, mais ça me semble important peut-être de reposer ce cadre. Voilà, pour savoir un peu de quoi on parle et peut-être que ça pourra aider certains salariés ou représentants d'associations à être plus vigilants sur justement ces facteurs de risque que peut favoriser leur organisation. Et j'en témoigne parce que moi, je ne connaissais rien de tout ça en tant que dirigeant associatif. Alors, du coup, j'enchaîne tout de suite. Merci, Carla. Donc, Patrick, merci d'être avec nous pour parler de ce sujet qui est quand même important et finalement assez peu traité dans l'espace public. Donc, GRIM, c'est une association du champ de l'accompagnement médico-social qui a été créée en 1987. Vous êtes une vieille association. Oui. Dans le Rhône. Alors, on souhaitait aborder ce sujet de la souffrance au travail avec vous suite à un article que vous avez publié sur le site de l'Institut ISLB, donc qui est un think tank sur l'entrepreneuriat associatif, et dans lequel vous revenez sur les dispositifs que vous avez mis en place au sein de votre structure pour prévenir la souffrance au travail. Donc, le titre de l'article, mais ça tout sera en référence, donc c'est ESS et innovation managériale, l'expérience de GRIM, élaboration collective de la décision pour prévenir la souffrance au travail, mais on y reviendra.
Pour commencer, et pour celles et ceux qui nous écoutent, voir un peu plus clair en fait sur ce qu'est GRIM et qu'on ait un peu le contexte avant de rentrer tout de suite sur les questions de souffrance au travail, je vous propose peut-être de vous poser 3 questions qu'on pose à toutes les associations qui viennent nous retrouver dans notre podcast. Et donc, c'est la carte d'identité de l'association. Donc pour commencer, Patrick, est-ce que tu peux peut-être nous décrire tout simplement en fait ce que fait GRIM, quelle est son activité ? D'accord, alors merci Yaël pour cette longue, pertinente introduction et merci Karl aussi de votre invitation. Le sujet est tellement vaste que, alors rapidement je me positionne 2 minutes, donc je ne suis pas ergonome, je ne suis pas psychologue du travail, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'accompagnement médico-social, médecin ou grec, donc je viens ici témoigner à titre de président d'association. GRIM. Alors, si vous voulez, avant de rentrer un petit peu dans GRIM, je vais prendre 2 petites minutes. En tant que président, j'ai pris mes fonctions à peu près maintenant pratiquement 2 ans. Le président, donc, c'est l'employeur. Donc, je vais un petit peu vous parler uniquement de ma vision sur l'axe politique, un petit peu de cette organisation, justement dans sa préservation. Alors, globalement, je vais avoir 3 thèmes, la cohérence d'ensemble entre la gouvernance et les salariés, comprendre les enjeux du médico-social, et vous l'avez fortement dit sur la notion, l'évolution de ce qu'est le handicap, qui aujourd'hui est totalement différent, et puis surtout aussi innover. Après, en tant que président, l'axe qu'on est en train de développer avec les salariés, avec la direction générale, ils sont relativement simples. Il y a l'articulation avec les parties prenantes. On a vu qu'on n'est pas seul, il y a des salariés, il y a des financeurs, il y a des partenaires, premier point. La conciliation de l'équilibre entre la gouvernance et la dirigeance et les experts que sont les salariés. Et puis ensuite, la place des professionnels. Alors j'aurais pu... c'est dans un ordre un petit peu... C'est pas un ordre, comment dirais-je, de priorité. Je peux peut-être renverser la chose et dire la place des professionnels et surtout la régulation des tensions. Et peut-être, juste pour clarifier pour les auditeurs... Oui. Les professionnels, ce sont les salariés. Les salariés de l'entreprise, oui, pardon. Quand j'emploie le mot professionnel, ce sont les salariés de l'entreprise, de l'association GRIM. Alors, je vais vous la présenter rapidement. Donc, l'association GRIM donc, est une association qu'on appelle gestionnaire. Donc, elle fait partie du secteur médico-social, parmi 36 000 autres, à peu près. Et donc, alors, GRIM a la particularité, si vous voulez, d'être un petit peu spécialisé, au sens large du terme, sur l'accompagnement social des personnes avec troubles ou handicap psychiatrique, donc pas mental et pas d'autres handicaps, et a pour objectif, si vous voulez, d'accompagner ce rétablissement. Donc GRIM, c'est quoi ? C'est 150 salariés, 160 salariés, c'est à peu près 8 à 10 millions, selon les codes de chiffre d'affaires en tout cas, de prestations financées, ce ne sont pas des subventions. Et puis... c'est une organisation alors en deux pattes. Vous avez donc un axe alors on accompagne 2000 personnes. Donc 2000 personnes, donc 1600 personnes à peu près sous le titre de la protection tutélaire, donc sous le contrôle du juge. Donc on a des mandataires judiciaires, à peu près 80 salariés qui accompagnent ces personnes-là. Et puis on a une autre patte, on est pratiquement les seuls à faire ça, on est très très peu en France en tout cas, peut-être 2 ou 3, à avoir à côté de cet accompagnement tutélaire, alors le mot protection, on verra, on débattra, un accompagnement social donc, autour de la notion d'habitat inclusif. Alors pour ce faire, on accompagne à peu près 400 personnes. Donc une première partie dans des appartements diffus, c'est-à-dire que des personnes qui vivent comme vous et moi dans des appartements diffus, à peu près 50 personnes diffus, c'est-à-dire noyées dans la ville de Lyon, ailleurs, et qui sont bien sûr étayées de manière très très légère par notre accompagnement social. Nous avons aussi une logique qui vient casser la notion de foyer ou d'hébergement, puisque ce n'est plus le mot qu'on emploie. On appelle ça les maisons du GRIM. On a donc 3 structures qu'on a limitées à 15 personnes maximum accompagnées, qui sont ouvertes sur la ville, qui étaient à l'origine des foyers, mais qui sont vraiment transformées, qu'on appelle les maisons du GRIM, et qui accompagnent 50 personnes, à peu près 45 exactement, dans ces maisons. Donc les personnes sont libres d'aller et venir, et bien sûr sont accompagnées par des professionnels. Et puis le troisième point qu'on a, donc les 300 personnes qu'on accompagne, on les accompagne sur leur lieu de vie, au travers des dispositifs qu'on appelle des services médico-sociaux, donc SAVS, vie sociale, ou les SAMSA, l'accompagnement au service d'adultes handicapés. Je voulais juste préciser, parce que c'est important quand on parle d'association, c'est que les 80% des salariés de GRIM, même 90%, sont
tous titulaires au moins d'un bac plus 3, 4 ou 5. Donc on est bien sur une association d'experts. Voilà pour présenter l'association. Merci beaucoup Patrick. Peut-être justement juste dans le prolongement, parce que tu nous as déjà parlé des financements. Oui. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur... Alors, déjà, donc, peut-être rappeler sur les financements et la structure du budget, parce que tu parlais beaucoup de prestations. Oui. Et du coup, non, vas-y, alors, parle là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, parce que pour casser un petit peu, comment dirais-je, quand on n'est pas dans le milieu associatif, et j'y étais pas avant, et quand on y entre, sur ce que pense qui n'a moyen sur l'association. Donc il y a l'association qui vit de subventions. Et donc, je sais pas, l'association qui s'occupe de la pétanque ou pas, qui vient demander une subvention pour animer quelque chose. Et ensuite, vous avez les associations, pour le coup, celle que Pascal Dominique aussi a regardée dans son ouvrage, qui viennent répondre à une commande publique. C'est-à-dire que l'État, dans les politiques sociales, il les a sous-traitées, entre guillemets. Il n'a pas fait ça pour les commissariats de police, il l'a fait pour l'association. On pourrait peut-être après débattre. Et il sous-traite, si vous voulez, l'accompagnement social, le médico-social, auprès d'acteurs, initialement qui étaient les familles au départ, et puis il s'est dit, écoutez, c'est super, et je vais trouver des acteurs pour le faire. Donc le premier point déjà, c'est que l'association GRIM, comme celles qui sont gestionnaires, ne vit sur, qu'on appelle des appels à projets, après on verra peut-être ce genre concurrentiel, en tout cas vit sur une commande publique qu'on appelle l'intérêt général, et elle y répond. Et vous avez quand même une activité militante, hein ? Alors, mon souci, alors c'est quoi le militantisme ? Il faut voir, donc on a effectivement une activité militante, alors on parlera peut-être souvent au travail sur le sens des salariés. Nous on a considéré que GRIM était expert, donc s'appuie sur les salariés, donc on se concentre sur le métier, et on a créé à côté une union d'associations non gestionnaires, justement pour être libre de pouvoir parler, parce que c'est très difficile de critiquer celui qui vous paye. Enfin, celui qui vous finance. C'est un donneur d'ordre, c'est comme relation client-fournisseur. Enfin, on pourra aller plus loin. Donc, on a créé ce qu'on appelle une union ça s'appelle les couleurs de l'accompagnement. C'est dans la région Rhône-Alpes, l'union associative de 8 associations dans le trouble psychiatrique. Alors, il y a l'association Messidor, l'Espoir 74. Une nouvelle qui vient nous rejoindre qui s'appelle Esper, ça sera super important, qui vient être dans la pérédance, on en parlera tout ça. Et cette union d'associations qui ne gère rien va être à la fois un espace de discussion pour les salariés qui peuvent se rencontrer, pour les directeurs qui peuvent échanger des pratiques, donc ils ne sont pas isolés au sein, et surtout c'est elle qui milite. Elle milite notamment par des campagnes de communication. Alors je vous allez sur Google et tapez campagne et alors, et ce sont des campagnes de stigmatisation. Donc aujourd'hui, la dernière campagne, ce sont 200 illustrateurs de BD assez connus qui ont travaillé pour nous, et voilà. Donc si vous voulez, on a pour éviter, si vous voulez, que le salarié se trouve ou le professionnel ou le salarié se trouve tiraillé entre le métier d'accompagnement qui est relativement complexe en psychiatrie et puis son militantisme. Donc il est, on va dire, déchargé de ça, mais entre guillemets, par contre, voilà. Ok, merci beaucoup pour cette clarification. Et du coup, peut-être justement, si on revient sur GRIM, est-ce que tu peux peut-être nous préciser l'organisation de l'association et notamment la place que les salariés ont dedans? D'accord. Alors, on peut considérer que GRIM est une entreprise, comme une entreprise, alors à la différence qu'elle n'a pas de but lucratif, etc. Mais en tout cas, les obligations juridiques qui pèsent sur elle sont les mêmes qu'une entreprise classique, le droit du travail, le droit économique, les commissaires aux comptes, enfin, on a les mêmes logiques d'obligations de performance, en tout cas économiques et juridiques, à la différence près que sa gouvernance, conseil d'administration, et donc il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'actionnaire, est équilibrée. Maintenant, la question de poser la place sur le salarié. Donc l'organisation, elle est classique. On a un directeur général, qui est une directrice générale, que je salue, Bénédicte, qui, elle, donc anime, si vous voulez, l'animation professionnelle déjà, appuyée par 2 directeurs. 2 directeurs de territoire. On a coupé le département, c'est assez grand, en territoire, et non plus en spécialisation. Donc un directeur de territoire, il va avoir pour objectif sur un territoire de regarder à la fois l'accompagnement juridique et à la fois l'accompagnement social. Avant, c'était en silo. Donc 2 directeurs, et puis on a créé bien sûr un directeur de l'innovation, et celui qui fait le lien, c'est aussi le directeur des parcours. Donc déjà, on a cette notion-là. Le lien avec les salariés, c'est très simple. La directrice générale fait partie du bureau de l'association, en titre, ce qui est relativement rare, et à chaque conseil d'administration, tous les directeurs ou chefs de service sont invités. Donc, ils
pas avec droit de vote. On est en train de réfléchir sur un collège salarié, mais bon, voilà un petit peu le lien qu'ils ont avec nous. Et ça veut dire que l'association a des membres ? Qui sont les membres de l'association ? Alors les membres de l'association, alors on a des personnes morales au conseil d'administration, donc par exemple l'UNAFAM, santé mentale, enfin les institutions représentatives de la santé mentale en France, alors UNAFAM, etc. On a des représentants du monde de la protection, donc la FNAT, etc. et des personnes morales. Par exemple, on a des personnes morales qualifiées, donc on a une personne qui est spécialisée en communication. On a un jeune aussi, personne qui est spécialiste en numérique et qui vient apporter leurs compétences. À peu près 15-20 personnes dans le conseil d'administration. Et innovation aussi, qu'on a aussi, on est peut-être les premiers à le faire. On a changé les statuts. La vice-présidence de l'association est obligatoirement tenue par une personne concernée. D'accord. Actuellement, la vice-présidente, c'est elle qui vient avec moi à toutes les réunions, et est une personne qui est concernée, c'est-à-dire qu'elle a vécu un lourd chemin psychiatrique. Aujourd'hui, elle est plus ou moins en rétablissement, avec toujours ses problèmes, mais c'était la vice-présidente. Et c'est elle, quand on rencontre politiquement les élus, alors pour le militantisme, on l'a déportée sur l'Union des couleurs, et c'est elle notre représentant militant. C'est-à-dire que quand on rencontre les élus, le maire de Lyon, je ne sais pas quoi, donc c'est la vice-présidente qui s'exprime, et pas Patrick Bozzo. D'accord. Ah bah c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Patrick pour ce premier aperçu. Si on a fini justement cette question un peu de la place de salarié dans l'organisation, c'est que c'est pas totalement étranger à la question dont on va parler aujourd'hui sur les conditions de travail et notamment sur la manière dont sont prises les décisions stratégiques au sein de l'entreprise et du coup, voilà, comment en fait est traitée cette question de la condition de travail. Et donc, on passe à la première partie de cet entretien. Ouais, première partie qui va être dédiée justement à comment est-ce que à Grimm vous en êtes venu à aborder cette question de la souffrance au travail. Et peut-être que Yaël nous présentait les différentes familles de risques psychosociaux. Est-ce que Patrick, tu pourrais nous expliquer justement en quoi le métier des professionnels même de Grimm comporte des risques? Alors, la première, si vous voulez, ce qui est important, c'est de partir du contexte, l'évolution de ce qu'est cette politique sur le handicap, comment elle a été construite, comment elle a été construite culturellement et comment on a construit culturellement les professionnels dans la formation. C'est simple. Aujourd'hui, on s'est aperçu que globalement, la France a construit son handicap sur la notion d'incapacité et d'incapacité de la personne handicapée sur une logique de protection. Donc on a construit des établissements, on sortait les personnes du droit commun et on les mettait dans des établissements où ils étaient un peu sortis du droit commun. Et les professionnels ont été formés sur une logique « je les protège ». Et, je vais peut-être aller plus loin, se substituer un petit peu à eux. Donc on avait à la fois une substitution du professionnel et puis, ça c'était le principe. Évolution, les années 2000, donc la Convention de l'ONU sur les personnes handicapées, que la France est signataire, qui vient totalement bouleverser l'approche sur le handicap, qui vient dire ce que vous avez dit, Yaël, que le handicap n'est pas une question de personne, enfin, pas que, mais c'est surtout une question d'interaction avec son environnement. C'est bien parce que le droit commun n'est pas adapté à recevoir quelqu'un qu'il se retrouve handicapé. Et c'est bien le sujet sur lequel il faut travailler. Donc c'est ce premier point. Et ce premier point, il vient mettre dans le débat, à peu près 10 ans, ce qu'on appelle la notion de société inclusive. C'est-à-dire que la société inclusive, tout le monde emploie ce mot-là, mais il est relativement simple à comprendre. C'est-à-dire que chacun est sujet de droit, handicapé ou non. En tant que sujet de droit, je suis titulaire de mes droits fondamentaux, qui sont inaliénables, imprescriptibles et universels, et j'accède au bien commun. Et donc, on se retrouve, alors pour le coup, dans un paradoxe assez fort, c'est-à-dire qu'on va demander à un professionnel, notamment dans la protection judiciaire, il faut que vous protégiez le patrimoine de cette personne-là, si la loi a été construite comme ça, puis en 2007, vous protégez, et aussi vous le rendez autonome. Donc tous les professionnels du médico-social sont confrontés aujourd'hui à ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Vous devez sécurité et protection, mais en même temps, vous devez les inclure. Alors, je vous donnerai peut-être des exemples, je ne sais pas si je parle trop ou pas, mais c'est le premier point qui... Parce que quand vous avez, par exemple, on a eu des cas, alors peut-être dans une autre vie, pas celle-ci, mais des cas graves de personnes handicapées. J'ai dirigé Trisomie 21 France en tant que directeur général. À un moment donné, vous avez une personne qui se noie dans un canal, vous êtes tout de suite mis en cause. Vous n'avez pas assez protégé, alors que c'est un accident de droit commun.
Donc, on a retrouvé ça. Donc, le salarié qui est confronté à ça, ou la dirigeance ou la gouvernance, elle a deux solutions. Je me refaire sur moi-même, ou je prends le champ de l'évolution sociale et de la demande sociale. Et donc, on a constaté donc, cette souffrance au travail. Alors, je peux vous donner un exemple, par exemple. Vous avez par exemple une personne accompagnée avec trouble psychiatrique et qui dit moi je veux plus vivre dans les maisons du crime, je veux plus vivre en appartement que vous m'avez, je veux vivre dans une yourte en Ardèche. C'est un choix de vie. Il y a 20 ans on aurait dit non. Et puis la personne aurait peut-être décompensé, puis elle aurait sauté à l'hôpital, peu importe. Aujourd'hui on le prend en compte. Mais le salarié, lui, qui a été formé peut-être qu'il y a 40 ans, qui a été formé il y a 20 ans, dire mais attendez, comment on va faire ? Il va se retrouver démuni. Enfin, voilà. Donc on a ce premier problème, si vous voulez, de sens par rapport à l'injonction de la demande sociale qui vient, qui est paradoxale ou qui vient en opposition à l'injonction normative que l'État vous donne sur la sécurité. Puisque en tant qu'employeur, je suis responsable juridiquement, donc j'ai aussi intérêt à dire... Enfin, si je voulais pas. Donc, il faut mettre en place des systèmes de régulation par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, écoutez, c'est quand même les professionnels qui travaillent dans ce secteur-là, quel qu'il soit, c'est quand même aussi une vision tous les jours qui n'est pas très très rose. Je ne suis pas publicitaire ou dans le marketing, je ne sais pas où, donc on vient travailler sur des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Et puis, surtout dans le trouble psychiatrique, ce qui est difficile pour les salariés, c'est que ce trouble-là, il est pas linéaire. Autant le handicap mental ou le handicap physique, il est assez linéaire. Les personnes varient. Donc, vous avez des réussites, et puis le lendemain, un échec, et puis une réussite. Donc, on est sans cesse en régulation. On a des outils pour ça qu'on a mis en place, mais on en parlera peut-être si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu... si, oui, merci beaucoup, Patrick. Et justement, est-ce que... tu peux peut-être nous dire, parce que je crois qu'il y a eu, dans l'article que tu as publié sur le site ISBL, tu montres qu'il y a eu en fait une évolution d'approche de GRIM sur ces questions-là et que vous avez en fait un peu revu vos dispositifs de régulation. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ceux que vous aviez avant 2019, parce que je crois que c'était à ce moment-là que vous avez changé, oui. Et peut-être les questions que vous vous êtes posées, et puis après on... Alors, avant 2019, ces choses existaient, les espaces de discussion informels, enfin, au sens de l'ANACT, il y a les formels, le CESE, le CHSCT, le dialogue social, et puis après, il y a les espaces de discussion informels. Alors, peut-être juste pour repréciser, parce que là, il y a eu beaucoup d'acronymes d'un coup. Oui. Alors, l'Agence nationale pour les conditions de travail qui définit donc sur quelques points ce qu'est un espace de discussion dans le monde du travail. Donc, il y a ceux qui sont officiels, le dialogue social obligatoire tous les ans, l'entretien individuel, le CESE, enfin l'ancien CHSCT qui s'appelle le CESE maintenant. Et donc, qui veut dire CESE ? C'est le comité économique et social. Enfin, voilà. C'est ça. Il a remplacé le CHSCT. Qui a remplacé le CHSCT. Voilà. C'est l'instance qui s'occupait de la santé au travail. La santé au travail qui est remplacée par le CESE. Alors moi, c'est très récent, mais j'ai écrit c'est sur la loi, les ordonnances Macron qui ont changé ça. C'est-à-dire que ça a intégré l'instance du CHSCT. Ça date d'il y a 3 ans, qui a intégré le CHSCT au sein du comité d'entreprise. En fait, ça a réduit quand même la portée de la question de la santé au travail. Ça l'a réduit au sein de l'entreprise. Okay, merci Pascal Dominique. Oui. Merci parce que j'avais même oublié la chronique. Et peut-être, du coup, juste pour le dire peut-être plus simplement, en fait, ça appartient, et c'est en ça que Patrick, tu disais que c'est des instances un peu officielles. Ce sont des instances de représentation des salariés, des professionnels, qui en fait sont obligatoires. Enfin, voilà, c'est à partir, je crois que c'est... C'est de 50 salariés. Oui, 20 ou 50 salariés. Enfin, il y a des paliers que tu es obligé de les mettre en place. Ces espaces existent et nous pouvions considérer à l'époque probablement qu'ils étaient suffisants. Parce que souvent, bon. Et puis, donc, il y avait des espaces parallèles qui se mettent en place. Alors, dans le monde du médico-social, il y a ce qu'on appelle, tout le monde le fait un petit peu, ce qu'on appelle l'analyse des pratiques. Donc, tous les 2-3 mois, les salariés se voient avec un réviseur de pratiques. Alors, pour le coup, l'analyse des pratiques, il est juste là pour regarder si on est dans les normes. De recommandations, il y a différentes autorités de santé, mais des normes, si vous voulez, sur la bienveillance, la maltraitance, enfin, sur un ensemble de choses. Et puis, on va s'assurer, si vous voulez, collectivement, que nos pratiques sont conformes aux normes. Mais le sujet qui nous aborde là, c'est pas celui-ci. C'est quand la norme
et puis de la demande sociale, est-ce que vous vivez, et alors entre le prescrit et le réalisé, ce que je ressens, c'est bien ça le triptyque, hein, qui fait que je suis un petit peu écartelé. Et donc on avait donc des personnes, des mandataires judiciaires qui accompagnent les personnes en protection, qui se retrouvaient avec des personnes qui revendiquaient une autonomie. Puisque c'est quand même violent, hein, c'est quand même violent la protection judiciaire. Enfin, c'est quand même le juge qui le fait, c'est la famille, les personnes ne sont pas en général volontaires ou très peu. Donc ils sont déjà sous une forme de contrainte, et ensuite, vous avez un salarié qui dit mais moi comment je fais pour à la fois l'autonomiser, l'autoriser à partir dans une yourte, et en même temps lui dire il ne faut pas dépenser. Donc c'est comme ça. Et donc on a décidé, alors c'est parce que M. Vidal-Naquet, un sociologue qui est venu pendant une année regarder un petit peu nos pratiques, et puis on a créé cette qu'on appelle commission sociale, alors qui est quelque chose qui existe, qui n'est pas normé dans le marbre, hein, et qui est une approche collective, alors qui peut être le salarié, des tiers médians aux salariés, la personne elle-même, enfin qui on veut, un psychologue ou pas, et qui vient regarder sous l'angle du salarié les problématiques sur lesquelles il est confronté, écartelé. On en vient de créer une autre cellule là, qui se met en place, qui s'appelle la cellule CARE, donc qu'on a embauché un psychologue pour ça, et qui fait la même chose, mais du point de vue de la personne accompagnée. D'accord. Donc on a deux triptyques, et après la rencontre de tout ça feront qu'on essaiera de réguler ces espaces. Et il donne du coup des avis, ou c'est prescriptif ? Alors, alors pour le coup, c'est en fonction des besoins des personnes. C'est-à-dire que nous, on est tellement dans les normes qu'on n'a pas envie que ce soit normatif. C'est normatif au sens où il existe, mais on veut donner cette souplesse-là, parce que ce qu'on a mis en place comme outil stratégique, c'est le droit à l'erreur. Donc, si vous voulez, l'approche par le handicap, par les droits, c'est le citoyen, il a le droit de se tromper. Donc, on a mis en place cette logique stratégique, si vous voulez, le droit à l'erreur pour tout le monde. Alors, le droit à l'erreur, c'est pas faire n'importe quoi. Et c'est ce droit à l'erreur qui nous permet de mettre en place des régulations. Parce qu'une personne accompagnée peut se tromper. Moi, je veux aller dans un appartement droit commun, et puis 6 mois après, ça ne va pas bien, je veux revenir. Donc ce droit à l'erreur, on le prend. Et le droit à l'erreur de l'équipe qui a accompagné une personne dans une décision, il est aussi accepté. Et donc, à partir du moment où on met le droit à l'erreur concerté, on n'est plus dans un système normatif, et chaque cas est regardé par un tiers, donc c'est quand même assez, en tout cas c'est régulé et sécurisé au niveau de son organisation formelle, un petit peu comme aujourd'hui, on est des techniciens, vous êtes là, on est là, et après les décisions se feront en fonction donc on veut pas surtout, parce qu'on a des systèmes normatifs, le CESE, on a plein de choses qui sont assez normatives, et on veut le laisser libre dans les besoins des personnes qui fluctuent. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que ces institutions informelles, c'est-à-dire c'est les salariés ou les bénéficiaires qui peuvent les demander. Tout à fait. Et du coup, d'accord, donc c'est pas ancré dans le planning, dans l'organisation du travail. Elles sont là. Elles sont écrites dans nos statuts. Hein, elles font partie. Elles sont financées en termes de temps de TP, mais elles ne sont pas systématiques. Okay. Elles sont donc un bénéficiaire dit moi ou quand je dis bénéficiaire, ou c'est son périmètre, hein, sa famille ou pas, eh bien ils peuvent saisir la cellule CARE. Donc on a une petite la saisir, c'est-à-dire voilà, je demande à donc le CARE, donc c'est le psychologue, et puis qui veut, il y a quand même des limites. Et là on va regarder ce cas. Et puis le salarié qui est confronté à une problématique que peut pas résoudre l'analyse des pratiques, parce que ça dépasse le champ. Parce que l'analyse des pratiques, c'est est-ce que tu fais bien ton accompagnement. Là j'ai une injonction contradictoire. Oui, et puis vous êtes aussi dans des situations d'incertitude. Enfin, c'est ce que vous dites, on ne sait pas forcément si ce qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre vont être forcément bonnes ou pas bonnes. On n'est que dans l'incertitude. C'est pour ça que la souffrance, elle est là, parce que toutes vos décisions, elles sont toutes incertaines, par définition. C'est pas un mécanicien auto qui répare une voiture. Merci beaucoup Patrick. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer peut-être à la deuxième partie de cette émission. Donc rebonjour Pascal Dominique. Donc je rappelle, vous avez
publié l'année dernière, donc en 2020, donc une enquête qui s'intéressait aux entreprises sociales, donc qui s'appelle Souffrance en milieu engagé, et qui part en fait de votre vécu, de ce que vous avez pu vivre quand vous étiez dans une mutuelle précisément de protection sociale, ce qui peut paraître peut-être paradoxal, mais justement on va en parler, et où vous avez finalement décidé d'aller un peu explorer justement quelles étaient les conditions de travail, donc à la fois dans les mutuelles, puisque c'était de là où vous partez, mais aussi dans des grandes entreprises, dans des grandes associations. Le lapsus est révélateur. Dans des petites associations. Et voilà, pour voir un peu comment ça se passait. D'ailleurs, le constat que vous menez est assez alarmant quand même dans les grandes lignes. Est-ce que, du coup, vous pouvez peut-être nous représenter un peu déjà pour commencer, peut-être réagir sur ce qu'a dit Patrick et peut-être dire par rapport à vous, les observations que vous avez faites sur vos terrains, comment est-ce que cette question de la souffrance au travail est habituellement traitée par les organisations et est-ce que ce que vous avez vu dans la grande majorité rejoint un peu cette attention dont parlait Pascal, où en fait c'est très Patrick, où c'est très minoritaire. Alors, au préalable, j'ai envie de dire que je ne prétends pas, même si ne prétends pas avoir une approche de toutes les structures. Néanmoins, mon livre, Souffrance en milieu engagé, reste un livre l'enquête me fait penser qu'il y a quand même là un système, une tendance générale du monde associatif et du monde mutualiste. Mais voilà, c'est avec toute la nuance qu'il faut prendre, comme dans beaucoup de choses. Voilà. Pour revenir, d'abord, j'ai envie de revenir sur ce qu'a dit Patrick Pozzo, qui est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres structures qui ont pris des décisions comme ça, mais c'est tout de même intéressant de savoir qu'il y a déjà une éventualité d'un conseil de salariés. Ça, en termes de gouvernance, c'est quand même excellent. Ça fait penser un petit peu à ce qui se passe dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif, où là, on est vraiment dans la représentation de salariés. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ça commence. Moi, je connais des exemples. Et puis, cette espèce de veille permanente sur la souffrance des salariés, avec les usagers qui sont quand même dans de grandes difficultés psychiques, me paraît un chemin tout à fait vraiment innovant. Et bon, je crois que là, il y a des armes. Alors, là où je m'interroge, et peut-être Patrick pourrait y répondre, c'est quelle est la position des syndicats, s'il y en a, à ce sujet-là. Voilà. Bon, ça, c'est une petite question. Peut-être. Alors, je peux répondre tout de suite. Comme ça sera plus. Voilà. Effectivement, la journaliste reprend le pas. Oui, non, ce qu'il faut souligner, si vous voulles, c'est les représentants des personnels sont toujours associés à ces décisions structurantes. Et alors, par exemple, le télétravail, on fait des enquêtes. Enfin, il y a ce qu'on appelle des espèces de référendums. On a mis un peu ça en avant, que la loi l'autorisa ou l'autorise. Et à partir du moment où on comprit que l'intérêt de ces structures-là était la régulation de cette souffrance au travail, ou l'approche systémique de la qualité du travail dans toutes ses composantes, sociales, performance sociale, etc., ils y sont favorables. D'autant plus que vous parliez de... Parce qu'en même temps, on a mis en place un autre outil, on en verra peut-être tout à l'heure, on est en train de mesurer notre impact socio-économique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une consommation de coûts, donc j'ai recruté une apprentie en Master 2 qui a fait un premier travail pour mesurer notre impact socio-économique sur un territoire. Et quand le salarié dit je ne suis pas qu'un vecteur de coûts, parce que c'est ce qu'on lui dit souvent, vous coûtez tant. Et non, je rapporte, par exemple, pour faire simple, aujourd'hui, un majeur, la protection juridique, l'accompagnement juridique d'une personne avec l'accompagnement social va éviter par exemple un coût d'hospitalisation. Je rappelle, l'hospitalisation, c'est 800 € jour. 1 000 € jour dans un unité difficile. Aujourd'hui, l'appartement, la maison du crime, c'est 50 € par jour. Donc on voit bien que l'impact économique, on l'a, si vous voulez, intégré dans un mode économique. Et aujourd'hui, pour 1 € investi, en tout cas, dans la protection des majeurs, ça rapporte 1,05 pour la société. C'est-à-dire que c'est bénéficiaire, pour plein de raisons.
À partir du moment où le salarié, alors c'est un long chemin parce qu'il n'en voit pas tout de suite le fruit, on a ça. Enfin, moi, je suis assez satisfait. Alors, je ne dis pas que c'est 100%. Il faut bien sûr mesurer les choses, mais c'est le dialogue social c'est le rôle du professionnel, de la directrice générale et du directeur pour ça. Et merci Pascal, et puis je voulais dire que votre ouvrage, il est parfait parce que non, mais je le dis maintenant parce que je ne sais pas si on aura le temps. Et puis, il sert de guide en même temps parce que je suis issu de ce milieu-là. J'ai lu votre ouvrage avant, on se rencontre. Et on est dedans. Donc, voilà. Mais écoutez, merci pour. Non, mais c'est important de le dire. Pour cette appréciation du travail d'enquête que j'ai fait, pardon. Et donc, oui, alors je vais rapidement revenir. Alors, en tous les cas, ce que vous dites, Patrick, ça va vraiment à l'encontre de tout ce que j'ai pu observer. Évidemment, j'ai choisi des. Je pense par exemple à France Terre d'Asile, qui est vraiment l'exemple même de la structure associative où il y a 1000 salariés et où le coût social, ce qui compte, c'est le moindre coût, c'est-à-dire les appels d'offres à moindre coût et où jamais n'est calculé ce qu'apporte le salarié à la société, c'est-à-dire la plus-value sociétale, la plus-value sociale qu'apporte le salarié à la société en s'occupant de migrants. C'est-à-dire que le directeur, l'ancien directeur, on peut le citer, Pierre-Henri, c'est pas gênant, il assume totalement sa position, il est cité dans le livre, il dit, et voilà, il y a du turnover, ce n'est pas grave, les gens s'en vont, ils sont rincés, en fait, ils sont complètement rincés par leur travail, et au lieu de s'interroger pour qu'ils ne soient pas rincés, eh bien, donc justement de mettre en place des outils sur ce qu'ils apportent à la société en s'occupant de jeunes migrants, par exemple, ou en travaillant dans les centres de rétention administratifs, eh bien non, jamais ça n'est venu à l'idée de ce directeur et du conseil d'administration, qui pourtant, un conseil d'administration et qui est composé de personnalités de grande valeur, de personnes, de personnalités, du Conseil d'État, du Conseil de personnalités qui sont engagées auprès de l'enfance. Alors là, on aborde une autre question, mais bon, c'est pas la question de la gouvernance. Voilà, comment se fait-il qu'entre une présidence et un conseil d'administration où l'on retrouve des salariés qui n'arrivent pas à se faire entendre, des syndicats, des personnes se taisent comme sur le mode de management du directeur. Mais voilà. Donc ça, c'est une des entreprises associatives. Là, je dirais une entreprise associative parce qu'elle est vraiment menée comme une entreprise un peu classique, sans réfléchir vraiment justement aux coûts évités pour la société, que ce que rejoint Patrick. Donc ça, vraiment, l'exemple. Donc j'ai enquêté sur France Terre d'Asile. Peut-être maintenant, c'est mieux. Peut-être c'est mieux parce que la direction a changé. Il y a aussi les phénomènes personnels. Il y a aussi je ne sais pas. C'est une femme qui a pris la direction. J'ai enquêté donc sur Emmaüs, sur les 3 structures d'Emmaüs, Emmaüs Solidarité, Emmaüs International et Emmaüs France. Et j'ai enquêté également sur le groupe SOS, donc qui est un mastodonte, donc une fraction du groupe, mais sur des systèmes. Et puis, j'ai enquêté sur le fonctionnement de petites associations. Donc voilà. Alors, vous vouliez peut-être que je ressorte un peu les grandes lignes de mon livre. S'il vous plaît. Et aussi peut-être les différences que vous aviez observées peut-être entre les grandes associations et les petites associations qui, a priori, n'ont pas les mêmes problématiques. Oui. Alors, la souffrance, elle ressort dans toutes les structures. Dans les petites, ce qui ressort, c'est que le salarié est seul, souvent très seul. Parfois, il se défonce vraiment pour le projet associatif. Il est lui-même, d'une certaine façon, à la fois au conseil d'administration et salarié en même temps. Bon, il est les deux. C'est son projet, c'est le projet du conseil d'administration des élus. Mais quand il n'y a plus d'argent, comme c'est souvent le cas en ce moment quand même, on sait ce qui se passe, eh bien, les élus n'assument que très rarement leur situation d'employeur. Ça ne les intéresse pas de savoir proprement licencier quelqu'un. Donc, très souvent, il y a des dépressions. Les salariés sont en dépression, ils sont malheureux,
parce qu'ils ont mis toute leur énergie et ils sont parfois licenciés de manière presque non conforme, entre guillemets, je le dis, je ne sais pas si c'est ce qu'on m'a rapporté, ce que 2 syndicalistes m'ont rapporté, non conforme, notamment une femme qui est à la retraite, mais qui suit des salariés des petites associations, justement pour les aider à préparer leur départ. Et il est très courant que les élus, en fait, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le projet. Donc là, il y a vraiment un manque de formation. Alors, dans des grandes sous-traitantes, il y a, je viens de vous parler un peu de France Terre d'Asile, qui est le type même d'une sous-traitance de gouvernement, enfin des pouvoirs publics. Donc, sur la question des migrants, voilà, ça c'est vraiment... Mais on peut dire aussi que Emmaüs Solidarité, donc qui travaille avec les gens à la rue, qui travaille avec les migrants, qui héberge, qui fait de l'hébergement. On peut dire que d'une autre manière, à Emmaüs Solidarité, ils sont pris un peu dans la nasse. Ils sont un peu pris dans la nasse, la trappe à vouloir sauver le monde, si vous voulez. C'est très complexe à Emmaüs. C'est-à-dire que, déjà en 1983, il y avait les nouveaux pauvres. Il a fallu sauver les nouveaux pauvres. Donc la question des salariés s'est posée chez eux. Et puis après, donc il faut toujours répondre. Or, Emmaüs était né de bénévolat. Juste, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'était la notion des nouveaux pauvres ? Alors, en 83, les nouveaux pauvres, avant, il y avait des clochards, si vous voulez. 83, c'est le début de l'austérité. Je n'ai pas de point de vue sur la question. Mais disons qu'on a vu apparaître, moi qui ne suis plus jeune, on a vu apparaître dans la rue des gens pauvres. Et c'est ce qu'on appelait les nouveaux pauvres. Donc pour Emmaüs, qui déjà en 54, il y avait beaucoup de pauvres. Moi, je ne me rendais pas compte. J'étais toute petite fille. Je ne me rendais pas compte. Mais déjà, il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en 54 pour les pauvres. Donc il y avait beaucoup de pauvres. C'était l'après-guerre. Mais après, il y a eu les 30 Glorieuses. Bon. Donc tout ça avait un peu disparu quand même. Ou en tout cas invisibilisé peut-être. Invisibilisé, j'ai pas d'avis éclairé là-dessus. Je n'ai pas assez travaillé pour savoir. Mais en tous les cas, on ne les voyait pas. C'est vrai. Voilà. Et l'abbé Pierre et Emmaüs avaient fait un travail considérable. Il n'est pas du tout question de nier le travail qui avait été fait par Emmaüs. En 2015, on va très très vite là. 2015, il y a déjà beaucoup de salariés à Emmaüs Solidarité. Et la même problématique se repose exactement de la même façon, c'est-à-dire il faut répondre à la crise migratoire. Entre-temps, il y a eu beaucoup de salariés, il y a eu un statut pour les compagnons, ceux qui travaillent en 2000... Alors là, j'ai un oubli sur la date, il y a eu un statut, je crois que c'est 2000, je ne me rappelle plus. Il y a eu un statut auquel était opposé l'abbé Pierre, d'ailleurs, parce que pour lui, un statut... Bon, il a accepté qu'il y ait un pécule qui soit donné aux compagnons, c'est-à-dire les personnes qui sont à la rue et qui travaillent gratuitement. Mais ils ont jeté le couvert quand même. Donc, bon, il a accepté. Et 2015, on fait un parallèle rapide. 2015, il y a eu ce qu'on appelle la crise migratoire. Je déteste ce mot, mais voilà, il est connu. Les guerres du Moyen-Orient. Et donc, il a fallu aussi répondre. Il y avait un certain professionnalisme, Emmaüs avait accepté qu'il y ait du salariat. Il y avait 500, 600 salariés à Emmaüs Solidarité qui intervient en Île-de-France et un peu plus largement, mais c'est tout. Il fallait répondre à tout prix. Une forme de déprofessionnalisation s'est instituée et la souffrance au travail s'est renforcée, si vous voulez. Le prix, c'était les salariés. Voilà, et le prix aussi, et une relative déprofessionnalisation. Voilà, ça c'est un aspect des choses chez Emmaüs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis longtemps, si vous voulez, Emmaüs travaille avec des gens de la rue. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'elle fait aussi monter des gens de la rue, c'est-à-dire qu'elle fait du social, du social dans le social, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle fait monter des gens de la rue. Mais c'est pas toujours simple, parce que des gouvernances de personnes qui ont été à la rue, c'est pas forcément des gens qui savent très bien manager non plus les autres. Vous voyez, enfin, c'est complexe. Mais si vous voulez, là aussi, Emmaüs, pour revenir à la comparaison avec France Terre d'Asile,
c'est que là aussi, Emmaüs a été pris dans la nasse. C'est-à-dire qu'il faut aussi baisser les coûts de journée, être dans le quantitatif, se déprofessionnaliser. Voilà, bon, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont la concurrence. Ils ont la concurrence de SOS, ils ont la concurrence de Coalia, ils ont les concurrences. Donc ils se retrouvent dans une forme de déprofessionnalisation et on répond. C'est-à-dire, l'enfer parfois est pavé de bonnes intentions. Mais alors, je le dis ça je ne traite pas Emmaüs de la même façon. D'ailleurs, dans le livre, ça se voit de la même façon que SOS, mais ils sont quand même pris dans cette nasse. Et pour en revenir, donc, ils sont aussi dans une forme de sous-traitance. Et même s'ils sont partenaires, même s'ils ont des plaidoyers très, très durs vis-à-vis du gouvernement sur l'immigration, sur la pauvreté, ils restent dans un plaidoyer. Mais il y a une espèce de contradiction. Et pour les salariés, c'est très difficile. Et dans mon livre, je raconte un peu l'histoire du salariat. Pour avoir un service RH à Emmaüs, donc ça c'est une histoire ancienne, il a fallu attendre 2012. 2012, c'est dire. Il y a eu une grève de 3 jours. C'est impossible pour les salariés d'Emmaüs de faire grève. Parce qu'il y a la figure de l'abbé Pierre, parce que c'est quelque chose d'impensable. On ne peut pas faire grève. Et on travaille avec des gens, les compagnons, qui gagnent 400 € par mois. Et quand on en gagne 2005, on est riche. On est pratiquement riche, ce qui n'est pas vrai. Mais bref, on est riche. Donc, il y a un témoignage de Frédéric Amiel à ce sujet-là, qui dit « Comment pouvais-je demander de l'argent alors que je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui n'y a rien du tout. » Donc, si vous voulez, tout ça fait que la condition salariale à Emmaüs, elle s'est durcie, mais elle est anciennement très délicate. Voilà, et très délicate. Et elle s'est durcie. Mais il y a des syndicats. Et sur le plan salarial, on ne peut pas dire qu'Emmaüs traite mal ces gens. Ça, par contre, ils ont souvent été bien payés. C'est plus cette contradiction, travailler avec des gens très pauvres, et une déprofessionnalisation avec l'arrivée des... Enfin, je vous rapporte ce qui m'a été dit, c'est l'enquête. Voilà. Mais du coup, ce qui est assez intéressant là dans ce que vous dites, c'est premièrement qu'on voit, quand vous parlez de ce changement aussi d'approche qui visiblement est lié pas à une décision que Emmaüs ou du coup Terre d'Asile, ça c'est encore autre chose, mais a prise seule, mais que ça vient finalement dans un contexte plus structurel où à un moment donné, on a parlé de la précarité croissante du secteur associatif. Peut-être vous, comment est-ce que du coup vous voyez, déjà peut-être, est-ce que vous identifiez comme ça des espèces de grandes raisons qui dépassent en fait les associations et qui font que l'association essaye un peu de s'adapter ou de suivre ou de survivre d'une certaine manière où du coup, comme tu le disais Karl, elles sont obligées de sacrifier leurs salariés. Et du coup, l'autre point qui est quand même, je trouve qui est assez intéressant dans la discussion qu'on a, c'est qu'en fait, c'est des salariés, normalement, ils sont quand même soumis au Code du travail. Or, dans les témoignages qu'on a, entre les horaires qui sont complètement dépassés. Alors là, en plus, dans ce que vous disiez, c'est un peu ce que nous disait en off Mathieu de Finacop, qu'on a souvent, qui vient souvent nous donner son expertise comptable et juridique sur ce plateau, qui parlait d'héroïsme militant, comme si le fait de s'engager pour une passion faisait que du coup le droit sautait. Et donc la question peut-être un peu naïve. Donc c'est premièrement, donc je reformule. Premièrement, est-ce qu'il y a des raisons structurelles auxquelles sont soumises les associations et qui les obligent à agir comme ça? Et deuxièmement, comment ça se fait en fait que le droit du travail passe à la trappe? Et du coup, je vois que Patrick a envie de répondre et trépigne. Mais, non, je ne pas. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer et Patrick, vous rebondissez. Ce que dit Pascal Dominique, ça résonne vraiment. Parce que c'est vraiment... vous avez vraiment touché du doigt un problème de fond sur notre structuration du monde associatif, en tout cas dans ce domaine-là. Parce que... Et c'est là où il faut remettre les choses, appeler un chat ou une poule, je ne sais pas trop quoi, mais l'ingénierie sociale et les professionnels qui l'apportent, c'est un vrai métier. Donc on ne peut pas déprofessionnaliser, comme vous le dites fort justement, quelqu'un qui a été formé pendant 4 ans, pendant 5 ans, qui a 20 ans d'expérience. Et donc, à partir du moment où on ne reconnaît pas l'ingénieur social comme un avocat ou un médecin ou un ingénieur, on le confond dans la masse un petit peu générale, plus générale si vous voulez, du bénévolat, de l'association. Je pense qu'il y a 2 points à faire. Il y a ne pas confondre, si vous voulez, le militantisme, qui lui est essentiel pour se battre pour des droits.
et qui s'appuie sur du bénévolat, parce que c'est fondamental qu'il le soit. Le bénévole, il porte des valeurs et un sens. 2, la mise en œuvre d'une ingénierie sociale qui, elle, nécessite d'être professionnelle. Et donc, si vous mêlez un bénévole, mais parce qu'il ne faut pas confondre valeurs, engagement, militantisme, et salarié avec des valeurs portées, en mettant en œuvre un truc professionnel. Et c'est là où, aujourd'hui, ces grosses associations qui se sont laissées embarquer par le bateau, qui pour vivre, parce que pour vivre, il faut avoir des commandes publiques, et plus, comme c'est des commandes publiques qui sont faites sur le nombre de places, le nombre de personnes que vous accompagnez, plus vous accompagnez, plus vous êtes riche. Et donc, pour répondre à des appels à projets, ce qu'ils font, ils font ça. Nous, à Grimm, on a décidé qu'on mesure notre impact et qu'on ne répondait pas à des appels à projets si on est en sous effectif. Et on remet le professionnel au centre du dispositif de l'entreprise, entre guillemets, au sens organisation, qu'est Grimm. Et voilà. Et puis on déporte le bénévolat. C'est dans les unions, donc il y a des gens qui viennent, qui font des affiches, ce que vous voulez. Mais c'est pas le salarié qui s'en occupe. Il est dedans, parce qu'il va dans ces espaces. Il a besoin de ces valeurs-là. Donc on refait de l'éthique, des valeurs. Donc vous voulez que je répète les questions? Non, vous les c'est avez question structurelle. Oui. Et puis la deuxième question, c'était sur le code du travail. Le code du travail. Donc sur les raisons structurelles, oui, je crois que, je vais aussi réagir à ce qu'a dit Patrick Pozzo, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que elles sont, comme vous dites, elles sont pas toujours obligées, elles sont entraînées dans une espèce de mouvement, mais elles le font plus ou moins. Foncière d'asile, c'est clair, il n'y a pas de problème, on y va, on est sous-traitant de l'État. C'est beaucoup plus complexe chez Emmaüs. Je veux quand même dire un mot rapidement sur SOS. Eux, c'est carrément, on est une entreprise sociale, on fait du business, on fait du social business. C'est franchement ça. On gagne tous les appels d'offres parce qu'on a les équipes pour ça, on a la surface. On y va, c'est bon, on gagne. On est en plus très proche du gouvernement, on est au bureau politique de LREM, au bureau exécutif, s'il vous plaît, on choisit même les candidatures. Donc là, il n'y a aucun problème. Aucun problème, tout va bien. Donc, aucun problème. Le jour où Philippe annonce un appel d'offres pour les cafés dans les campagnes, le soir même, SOS a gagné l'appel d'offres. Enfin bon. Et je ne veux pas me gêner pour le dire parce que c'est vérifié. Donc, donc ça, on le sait, c'est une mainmise, si vous voulez, et effectivement, ils achètent beaucoup, ils reprennent, ils filialisent énormément d'associations. Donc ça, peut-être que c'est bien parce que si ces associations mourraient, attention, je ne dénie pas le droit à Jean-Marc Borrello d'avoir fait un travail excellent au début et innovant vis-à-vis dans des lieux de répit ou sur la drogue. À mon avis, il a beaucoup de choses à faire et à Paris notamment, il pourrait faire beaucoup de choses autour des problèmes des toxicomanes de Stalingrad. Voilà. Alors pour en venir à la question de l'inspiration, moi je la fais revenir structurellement. Elle date des années pour moi 2000. J'en parle dans mon livre. C'est-à-dire que je pense que le secteur associatif est devenu un sous-traitant avec la LOLF. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le quantitatif. Mais ça s'est installé petit à petit à partir de 2006, si vous voulez. C'est-à-dire que l'innovation, et je ne suis pas la seule à le dire, c'est-à-dire que je suis une petite... il y a beaucoup d'études universitaires, que ce soit... comment s'appelle-t-elle, Viviane Tchernonog, qui explique que ça tue l'innovation des petites et moyennes associations. On est dans un secteur où vont mourir les petites et moyennes associations. On témoigne effectivement les rachats, les filialisations qu'effectue SOS. Donc, si vous voulez, là, l'innovation est en danger. L'innovation sociale, voilà, c'est même étonnant. C'est-à-dire que ce que faisait SOS il y a 30-40 ans, eh bien, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de moyens. Voilà. Et donc,
c'est parce qu'on est dans le quantitatif, et même à Emmaüs, on est dans le quantitatif. C'est ce que rappelle une salariée. C'est-à-dire que tout le temps d'accompagnement d'un migrant à la préfecture pour qu'il ait un statut, tout ça n'est pas compté. On remplit des cases, c'est tout le travail social. On remplit que des cases. Et donc ça vient de la loi organique de finances de la LOLF de 2000. Et c'est une approche quantitative qui s'est peu à peu installée et dans laquelle je crains qu'on ne s'en sorte pas, sauf modification politique claire sur ce sujet-là dans le rapport aux associations. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un choix qui s'est peu à peu installé, et il faudrait sortir de cette logique de sous-traitance pour revenir à une logique de partenariat et d'élaboration des politiques publiques en commun. C'est-à-dire être vraiment des corps intermédiaires reconnus comme corps intermédiaires élaborant des politiques publiques. C'est ce que disait Nicole Hirsch, qui est une ancienne du ministère de la DGAS, de la Direction des Affaires sociales, Générale des Affaires sociales, c'est-à-dire rétablir un partenariat d'élaboration. Et je pense que sociétalement et socialement, ce serait excellent pour la société. C'est-à-dire que les corps intermédiaires jouent ce rôle-là, et qu'on ne soit plus des individus seuls face à l'État. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue profondément et politiquement. Du coup, merci beaucoup Pascale Wienig. Je vois que Patrick... je m'excuse sur le droit du travail. C'est juste une modération par rapport à ça, parce que c'est important qu'on le sache. Effectivement, il y a une masse critique dans ce système-là. Donc les gros, ils sont sur des politiques, on va dire, de grande ampleur, Emmaüs, etc. Et les petits, 30 salariés en moyenne dans le secteur. Quand vous avez 30 salariés, vous ne pouvez pas innover. Donc c'est souvent souffrance au travail, elles sont isolées au fin fond de l'Ardèche, je ne sais pas quoi. Donc il va y avoir soit des groupes SOS qui vont les racheter parce qu'ils ont l'opportunité, soit etc. Cependant, je prends l'exemple de Grimm parce que c'est pour ça que j'ai choisi d'être président ici, j'aurais pu le faire dans le plus grand, et parce que là, la taille, je pense, 160, 200 salariés, enfin il faudrait peut-être 50 salariés de plus. Pourquoi ? Parce que il existe dans le Code de l'action sociale et des familles, dans le financement du médico-social, donc il y a l'aspect financement classique de l'appel à projet pour le tout commun, mais sur les dispositifs innovants que vous pouvez faire, on est en co-construction avec l'État. Aujourd'hui, nous, on travaille sur l'habitat inclusif. C'est le nouveau sujet de demain, c'est plus on passe de logement au foyer ou à l'habitat. Nous, on a une expertise dessus. On est en négociation avec nos financeurs qui ont intérêt. Comme on est petit, ce partenariat se fait, et probablement, on va avoir des fonds, ce qu'on appelle des fonds d'expérimentation, l'article 51 du Code de famille, qui permet de le faire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une vision de contexte et enjeu, à la fois une vision managériale pour dire quelle est ma taille critique. Alors, quand on est 30, on ne peut rien faire. Quand on est 30 salariés. Quand on est 2000, 3000, moi je suis à la Fondation OVE, etc., ça commence à faire beaucoup pour pouvoir avoir justement cette souplesse d'ingénierie sociale qui permet de répondre. Parce qu'il ne faut pas répondre collectivement aux besoins. Les besoins, ce sont des sujets de droit, c'est des besoins individuels. Donc aujourd'hui, on travaille sur un dispositif inclusif, si vous voulez, sur des signes ou pas, sur des appartements inclusifs pour 3-4 personnes. Ça va toucher 8-10 personnes. C'est ça le sujet. Et qui ne seront pas, justement, alors qui seront plus à la rue, etc. Et donc, sur ces sujets-là, quand on est innovant, alors quand on montre aussi qu'on régule nos activités, qu'on les compte, etc., on est en co-construction avec les pouvoirs publics. Donc, mais sur cette masse-là, donc c'est des masses, on va dire 100 000, 200 000 euros, effectivement, je suis d'accord avec vous, la LOLF, elle est venue tout appuyer, et sur les grosses structures, il n'y a plus de possibilités. Mais il reste encore des espaces. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Comme l'heure tourne et qu'il nous reste une dizaine de minutes, alors peut-être rapidement le droit du travail, et puis après, si vous voulez bien, comme ça, on va finir quand même sur... alors, je ne sais pas si c'est une petite touche d'optimisme, mais en tout cas, sur les dispositifs qui sont à disposition des salariés ou des dirigeants d'associations pour traiter ces sujets-là en interne. D'accord. Du coup, un petit mot sur le droit du travail. Non, j'ai pas rencontré dans l'enquête, je n'ai pas rencontré véritablement, hormis à France Terre d'Asile où la convention collective n'était pas respectée. Je ne peux pas dire que le droit du travail n'est pas respecté. Et voilà. Et dans les petites structures, effectivement, toutes petites, minuscules, effectivement, le droit du travail ne semble pas respecté. Bon, voilà le point de vue, mais il faut être nuancé sur ce sujet.
À France Terre d'Asile, la convention collective n'était pas respectée lorsque j'ai enquêté. Peut-être que maintenant, les syndicats ont obtenu qu'elle le soit. Voilà. Et puis, voilà ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc peut-être maintenant on passe à la troisième partie. Et effectivement, oui, la troisième partie, pour finir peut-être sur une touche d'optimisme, ou en tout cas une touche de solution, peut-être plus, sur les dispositifs qui sont à disposition des dirigeants associatifs pour prendre en compte ces risques psychosociaux. Et donc, voilà, moi, je témoigne à titre très personnel, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Pourtant, on commence à avoir des employés dans mon association. Quels sont les dispositifs ? Quels sont les outils qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place et qui vont nous permettre de prévenir ces risques? Peut-être Patrick, pour commencer. Ou déjà de les identifier. Même. Déjà, moi je suis optimiste puisque je suis là et je porte cette association, sinon je n'y serais pas. Donc on voit qu'il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, donc ils se ferment, etc. Alors, après les dispositifs... alors la difficulté... j'étais avant haut fonctionnaire, etc. Donc je deviens aujourd'hui bénévole président avec des fonctions qui sont un peu identiques à avant. Et puis vous avez autour de vous des bénévoles et qui n'ont pas nécessairement été formés au droit du travail, parce que l'un était médecin, psychiatre, qui n'ont pas été formés au management stratégique, parce que l'autre était directeur de je ne sais quoi. Donc vous avez du bon niveau, mais vous n'avez pas de personnes nécessairement adéquates avec votre projet. Et alors, soit il est porté, alors pour le coup, vous avez des gouvernances faibles, et c'est la direction générale qui les porte. Et là, c'est aussi le risque de mélanger le politique et les opérations, ou l'inverse, une ingérence de la gouvernance dessus. Bon, il existe un ensemble de fédérations, le RUOPS, l'UNIOPS, qui font des formations adaptées, lourdes, avant les prises de poste pour des gens. Karl, si demain vous voulez avoir des idées là-dessus... Est-ce que vous pouvez peut-être nous redire le nom ? RUOPS, URIOPS, c'est l'Union régionale, etc., qui fait partie de l'UNIOPS. L'Union nationale, c'est des fédérations familiales au départ qui pilotent aussi des trucs et qui mettent en place des formations. On mettra les liens dans oui, tout à fait. Vous avez les CREAI, les comités régionaux qui pensent... Donc je suis en train de monter une formation justement avec eux pour les futurs gouvernants. Donc vous avez des dispositifs existants, qui sont pour les gouvernances. Alors, donc c'est essentiel de se former en fait. C'est pas essentiel. Si vous voulez, le bénévolat à la bonne volonté est insuffisante. Justement parce qu'on déprécise, et vous l'avez... Alors moi je suis heureux que vous l'ayez dit, écrit, c'est que quand vous déprofessionnalisez des professionnels au titre de mon engagement, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est essentiel qu'un dirigeant, une gouvernance, déjà ait conscience de sa responsabilité juridique, d'employeur, de qu'est-ce qu'un salarié. Je rappelle quand même dans le médico-social, 80% des coûts, c'est le tissu productif, ce sont des êtres humains, ce sont des salariés, à 80%. Donc c'est pas la même chose. Donc si vous méconnaissez, si vous voulez, quand vous pilotez une structure, votre outil productif, entre guillemets, attention, l'ingénierie sociale qui est un vrai métier, il faut se former à ça, au droit du travail. Alors ce qu'on fait souvent, nous, les structures comme les nôtres, on n'a pas le luxe de se payer un RH, machin, donc on a des conventions de partenariat avec des avocats, on a un avocat spécialiste pour la violence, on est entouré. Mais il faut que la gouvernance se pose ces questions-là. Comment je me finance? Je voudrais juste ajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut envisager que les bénévoles dans des associations s'intéressent aussi à la question du management et aux risques psychosociaux? En tout cas, alors moi j'ai travaillé dedans, donc j'arrive et effectivement quand j'ai ouvert la porte bénévolat, personne n'avait imaginé ça. Ils se disaient c'est difficile pour les salariés, mais dans l'approche conceptuelle de ce que sont les risques psychosociaux, les RPS, les 7 domaines, qu'est-ce qu'une approche QVT? Donc moi j'ai pu obtenir du conseil. QVT, qualité de vie au travail. J'en ai parlé au tout début dans l'édito. Une approche systémique, c'est pas le hamac dans le bureau. Attention, mais c'est important quand même de sortir ça. C'est une approche systémique, sociale, économique, performance. Et donc avec la direction générale, on a mis en place un plan QVT, etc., qu'on a fait adopter par le conseil d'administration. Et voilà. Donc aujourd'hui, il est dedans. Et on a quelques indicateurs qui nous remontent, qu'on est en train de mettre des évaluations. Je ne peux pas imaginer, si vous voulez, que le bénévolat puisse remplacer l'expertise. C'est pas possible aujourd'hui. Alors effectivement, quand on gère. Alors une association non gestionnaire, c'est pas grave. Ouais. Pourtant, une association non gestionnaire peut... en tout cas, non, mais elle emploie des bénévoles, mais ils ne sont pas salariés. Ce n'est pas le droit du travail. Alors on peut avoir des salariés. Oui, mais quand on n'en a pas.
Ouais. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est D'accord. que le militant, je sais pas, Canopy, c'est ça, ils ont 3 zodiacs et puis les militants et puis ils font du militantisme. Mais dès qu'on a un salarié, il faut s'intéresser au droit du travail. Et le droit du travail, qui est l'obligation de l'employeur, l'employeur a l'obligation de respecter l'intégrité physique et morale de son salarié. Ouais. Donc la RPS, le document unique de risque, il est imposé, il est obligatoire. Donc quand on prend ses fonctions de président, on reçoit les personnes, où est-ce qu'on est dans le dialogue social, comment vous faites. Alors c'est des outils, alors pour le coup, c'est des outils qui existent. Hein. Il n'y a rien besoin d'inventer, il faut juste avoir une petite checklist et d'avoir une formation d'une semaine, 15 jours sur... Et d'ailleurs, dans les solutions, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je n'en parle pas dans mon bouquin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait quand même une espèce d'alerte, un système d'alerte qui soit mis en place quand il y a pas mal de turnover? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, des alertes qui puissent c'est les indicateurs classiques du bilan social, RH. Vous avez, c'est ça. Quand vous comparez, si vous voulez, par rapport au secteur, votre taux d'absentéisme court terme, qui est un indicateur fort du malaise, vous êtes en dessous. Donc c'est des outils qui existent déjà dans la ressource humaine. Hein. C'est des outils classiques de gestion des ressources humaines. Donc, c'est vrai qu'après, les petites associations qui commencent juste à employer, elles sont pile à ce stade où en fait, elles ne connaissent pas encore ces outils, où elles sont un peu là, c'est le partenariat. C'est-à-dire qu'une association qui est sur un territoire... le milieu associatif, il est quand même relativement difficile aussi, parce que je suis propriétaire de mes handicapés. Quand vous voulez travailler avec d'autres... Je ne vais pas citer de nom pour ne pas me fâcher, mais... Comment on a spécialisé le handicap, si vous voulez, les aveugles d'un côté, les sourds d'un côté, les autistes d'un côté, le handicap mental d'un côté, chacun est spécialisé et chaque président, puisque sa richesse fait qu'il est riche parce qu'il a plus de place, il est attaché à son... Donc la coopération n'est pas toujours très facile. C'est un milieu concurrentiel, et donc, moi, je crois vraiment à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'un citoyen sur un territoire, il a besoin d'un étayage, je ne sais pas, de lecture, mais on va prendre telle association qui vient lui donner ça. Et donc, il faut qu'un futur président regarde son écosystème, qui sont les acteurs à côté de moi et qui peut m'aider. Ouais. Et on va essayer de mettre des ressources, au moins dans ce podcast, pour donner une première idée, notamment ce dont on a parlé, et puis il y a aussi des guides de l'ANACT dont on a aussi Je vous donnerai parlé. tout ça, oui, j'ai des ressources si vous voulez. Merci, ça complétera. On les mettra dans les liens de cet épisode. Merci Pascal Dominique, merci Patrick de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, donc le podcast par et pour les assos. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello@questions-asso.com que vous trouverez également dans la description de cet épisode. Et puis sachez également que nous prévoyons de réaliser d'autres épisodes sur ce thème, pas forcément facile mais essentiel, en particulier sur l'épuisement professionnel dans le secteur associatif. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et vous retrouverez toutes les informations, les liens, les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf, qu'on remercie chaleureusement. Aujourd'hui, c'était Réa Simon de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos.